On est parti. Bonjour Mélanie, merci Bonjour. beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Je vais faire un rapide passage sur ton CV, on aime bien faire ça en début de podcast. Et ensuite je te laisserai continuer un peu plus la présentation parce que je pense qu'il n'y aura que toi qui pourras te présenter aussi bien. Ça marche. Pour faire rapide, donc on te connaît nous en tant que formatrice et référente de filière au sein de Sophia Innov Campus. Mais c'est pas pour ça qu'on te reçoit aujourd'hui, c'est pour ton autre casquette, à savoir que tu t'es formée au premier secours en santé mentale et c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le sujet de notre podcast. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton parcours et puis après on va glisser tout doucement vers la santé mentale. Très bien Marc, écoute, je te remercie déjà pour ce moment. Et oui, alors dans mon parcours professionnel, comme tu le sais, donc je te suis entre autres avec d'autres de tes collègues sur la formation en marketing et communication chez Innov. J'ai d'autres casquettes aussi de formatrice sur d'autres établissements, également de conseil en entreprise. Et cette curiosité permanente de vouloir toujours me former. Je me suis formée au geste de premier secours. Et à la suite de cette formation en santé, sécurité au travail, si tu veux, j'ai été amenée par les rencontres à connaître tout simplement cette histoire de premier secours en santé mentale. À 14 heures en fait de suivi pour comprendre en fait l'environnement, qu'est-ce que la santé mentale, identification, prévention, prise en charge, pour faire relais. C'est vraiment un agent, un citoyen, tout simplement, qui peut exercer aussi bien dans la rue que dans le cadre professionnel, qui a quelques outils pour pouvoir gérer les situations, enlever tous les préjugés, prendre en charge en fait, tout simplement, accompagner au mieux pour faire relais auprès d'instituts, de professionnels de la santé, dont on parlera un petit peu plus tard dans ton podcast. Donc est-ce que tu sens que c'est parce que tu as été, au vu de ton parcours, toujours en lien avec des gens, enfin au final tu vois des gens toute la journée, tu formes des gens, tu discutes avec des gens, t'as senti que c'est ça qui à un moment donné t'a dit ce serait pas mal d'avoir cette formation là parce que ça peut aider. En fait c'est vraiment le côté déjà lever mes préjugés. Parce que je suis un être humain aussi, comme vous, et donc de fait avec des questions auxquelles j'aime bien avoir des réponses, et typiquement ce genre de formation-là te permet d'avoir des bases pour comprendre et pour pouvoir te dire à quel niveau je peux intervenir et apporter mon accompagnement, tout simplement. Oui, des cas, j'en ai eu, tu penses bien, avec le monde je ne vais pas parler d'étudiants parce que je suis quand même aussi avec un public un petit peu plus âgé, mais de stagiaires de la formation. La chose que vous avez en commun, vous, tous ces stagiaires que j'ai pu rencontrer, c'est que la formation arrive à un moment dans votre vie qui peut être vue comme déstabilisante parce que c'est une parenthèse où tu te dis je fais un point, ça veut dire que ce que je faisais avant ne convient plus au marché de l'emploi ou je dois me lancer, en l'occurrence pour toi, dans le marché de l'emploi avec tous ces doutes. Là, ça cogite, ici, ça palpite, et dans tes interactions avec les autres, il peut y avoir des perturbations. On y reviendra en quoi ça peut toucher la santé mentale, mais c'est vraiment ce point de se dire c'est normal. Je me retrouve face à un public qui est forcément de fait un peu déstabilisé, donc sensible et donc peut-être sujet à avoir une vision sur sa santé un peu compliquée. Est-ce que tu as l'impression que ça touche plus une tranche d'âge qu'une autre, ou en tout cas qu'on arrive plus à mettre un mot dessus? Par exemple, qu'on est peut-être plus lucide sur sa santé mentale à 30-40 ans qu'à 20, ou alors l'inverse, ou vraiment pour toi, on est tous au même stade et on est incapable de jauger notre santé mentale et on va tous mal. Alors heureusement, nous n'allons pas tous mal. La bonne nouvelle, c'est que l'état est changeant. Donc même si tu vas mal, tu peux aller mieux, et on va voir en santé mentale purement les actions qui peuvent être mises en place pour sortir de ça. Sinon, t'es un être humain, et t'es un être humain aussi bien à 20 ans, à 10 ans, parce que la santé mentale concerne aussi les tout petits. Ouais. Je t'en parlerai pas parce que c'est pas ma spécialité, mais tu vas vraiment de l'enfance jusqu'à ton dernier jour au final, où tu bouges dans cette vague qui est ta vie et qui est accompagnée de changements que tu ne maîtrises absolument pas, comme je disais, tu as quelque chose de très contextuel, ou alors tes épreuves de vie à toi, parce que tu déménages, parce que tu rencontres quelqu'un, parce que tu te sépares, parce que tu changes de travail, les choses de la vie de tous les jours au final. Et ça, ça peut bouger, ça peut perturber, et ça peut être, j'ai envie de dire, plutôt un bon prétexte, une bonne raison de se dire j'ai réussi à passer sous couvert ma santé mentale sans trop m'en préoccuper jusqu'à présent, parce que on sait pas pourquoi, alignement des planètes, ça a fonctionné, tant mieux. Mais là, petit caillou dans la chaussure, ça commence à piquer, je vais pas bien. C'est juste la première fois que tu t'en rends compte. Il existe des protocoles à mettre en place, il existe plein de solutions, et on va justement en parler, et c'est normal en fait, on est pareil.
tu aies 20 ans ou que tu en aies 60, que tu sois, peu importe ta catégorie professionnelle, ton état financier ou quoi que ce soit, juste il y a des choses qui peuvent exacerber. Mais c'est un être humain, juste tu as décidé de vivre avec son lot de stress, de changement, et c'est ta capacité au changement qui va faire la différence. Est-ce que tu peux me dire ce que c'est la santé mentale concrètement? Comment on la définit? Alors, je vais te donner ma définition, un peu synthétique. La santé mentale, voilà, j'ai envie de te dire comme un état général de bien-être. De bien-être, alors on va faire simple, un bien-être mental, vraiment ta manière de penser, un bien-être émotionnel, donc ta manière de gérer tes émotions, et un bien-être dans l'interaction avec les autres. Donc on prend vraiment en compte l'autre dans l'identification d'une souffrance, d'un problème de santé mentale. Voilà, juste pour dire le diagnostic de base, sans aller après au protocole et aux solutions, diagnostic de base, comment tu penses, comment tu ressens et comment tu interagis. Et comment tu vis l'autre. Okay. Et là, de fait, tu comprends qu'il y a, c'est du cas par cas, là on commence à sortir des généralités, la complexité plutôt va être, selon ma personnalité, j'ai un type de pensée, j'ai un type de gestion avec mes émotions et j'ai un type d'interaction avec l'autre. Est-ce que ça veut dire que j'ai un problème avec ma santé mentale? Non, ça veut dire que tu as un mode de fonctionnement, s'il te convient, que tu arrives à vivre avec la majorité du temps le sourire, un dynamisme, une envie d'avancer, une capacité à gérer ton changement, parfait, tout va bien. Si en revanche tu commences à sentir que ça coince, parce que il y a eu un changement et que tu n'es plus la même dans ton rapport à l'autre, tu n'es plus la même dans tes pensées ou tu n'es plus la même dans tes émotions, là tu peux te dire, peut-être premier point de vigilance. Et comme pour tout traitement, que ce soit donc du médical, de la santé physique, vraiment, ou de la santé mentale, plus vite tu l'as identifié, plus vite tu peux mettre des actions en place qui ont des conséquences positives à long terme pour toi. Avoir une santé mentale saine aussi, c'est peut-être pas forcément d'avoir toutes les ressources en soi, mais c'est d'être en capacité d'aller chercher des ressources à droite à gauche, de savoir identifier les ressources qu'on n'a pas et qu'on ne sera peut-être jamais vraiment en capacité d'avoir, puisqu'on est faillible, on est un être humain, mais d'aller les chercher là où elles sont... Là où c'est accessible pour toi. Donc c'est accessible proche de toi, ça fonctionne, super. C'est accessible proche de toi, mais ça ne fonctionne pas. Viens, on va voir ce qui existe un petit peu plus loin, où tu n'as pas accès, ce qui arrive, viens, on va voir ce qui existe quand même et qui n'est pas si éloigné. C'est vraiment ta capacité à savoir relever le défi. Ça arrive à tout le monde. Déjà, ça m'arrive, ça t'arrive, ça va t'arriver, ça t'est arrivé ou ça va t'arriver. C'est vraiment voir la santé mentale comme un continuum avec des vagues, des changements. Et on est tous concernés. C'est là où on se ressemble tous, pour le coup. On est tous concernés. Ça peut nous arriver. La différence va être la manière dont tu vas réussir à le gérer, réussir à demander d'aide, comme on parlait, et réussir à passer le cap. Il existe des protocoles, nous avons des professionnels qui sont complètement capables, là je renvoie sur les professionnels réellement de la santé, qui vont t'accompagner, ça va être du psychiatre, du psychologue, du psychothérapeute, même ton médecin généraliste que tu peux aller voir. Donc dans le domaine du médical, il est vrai qu'ils aiment bien pouvoir prendre en charge rapidement, parce que la personne ne s'est pas enfermée dans cette espèce d'habitude, de zone d'inconfort, et ça devient un état qui s'installe, et du coup qui devient le tien, donc tu penses que ça devient ta personnalité. Dans ces cas-là, va voir un professionnel qui saura te dire, te reposer les choses à plat, au clair, en te disant voilà où t'en es, qu'est-ce que t'as fait, et qui va pouvoir t'accompagner au mieux. Tu as des troubles psychologiques de bipolarité, de schizophrénie, qui sont évidemment accompagnés par les professionnels de la santé. Tu as des troubles de l'anxiété, qui peuvent être très pénalisants pour la personne déjà dans son quotidien, dans son vivre au quotidien, dans sa relation professionnelle, sociale, enfin, tout le contexte dont on parlait tout à l'heure. Tu peux avoir des troubles de l'alimentation qui viennent te perturber réellement. Tu peux avoir des troubles d'addiction à l'alcool, aux drogues. On peut avoir les troubles de l'humeur, des troubles du sommeil de la même manière. Ça peut être un symptôme qui peut ressortir. Et tu as aussi des raisons, d'après les médecins, c'est des raisons qui peuvent être aussi biologiques. Tes cellules, alors tu as de l'inné et tu as de l'acquis, pour faire un peu... Je vulgarise au possible. Pour faire assez simple, c'est-à-dire tu as tout le patrimoine génétique qui peut être envoyé par tes générations précédentes. Et dans ta biologie, tu as tout simplement ta propre biologie, le combo du combo de tes parents, tu as aussi une pièce unique, et tu as des prédispositions biologiques, cellulaires, qui te permettent de percevoir ton monde. Et la perception que tu as de ton monde font que tu vois ton monde d'une manière positive, très binaire, positive ou négative, avec toutes ces couleurs, tous ces goûts, tous ces ressentis. Donc on revient en fait, si tu veux, sur la santé mentale, qu'est-ce que c'est c'est ta manière de gérer intellectuellement tes perceptions, ta gestion d'émotionnel et ton interaction de fait avec l'autre. Le point de vigilance, c'est vraiment quand il y a un changement d'habitude,
et que ce changement d'habitude commence à durer un peu trop longtemps ou est trop violent, ou dure dans le temps, parce que comme on en avait parlé, tu peux t'enfoncer dans quelque chose tu sais, où tu t'ébouillantes tout doucement, la grenouille dans la casserole, voilà, je te montre le feu tout doucement, la grenouille dans la casserole, mais tu t'enfonces. Ou alors tu as le truc très violent de te dire qu'est-ce qui m'arrive, et tu vas jusqu'à des pensées suicidaires qui concernent quand même énormément de Français, de personnes dans le monde. Est-ce que tu as cette pensée-là qui te traverse et ta gestion de cette crise qui t'arrive, tu arrives à la gérer toute seule, tu arrives à la gérer en parlant et tu sens que ça va, ou c'est quelque chose qui t'envahit les pensées, le cœur, qui te bloque dans tes interactions et qui est vraiment très côté cette bulle noire en fait, qui vient te compresser au possible, sans d'aide en fait. Ça ne fait pas de toi quelqu'un de faible. Ce sont des choses que j'ai pu entendre, c'est pas une faiblesse, loin de là, c'est juste que tu es un être humain et que tu ressens. J'ai l'impression que les gens qui sont à la campagne sont globalement un peu plus heureux et un peu moins sujets à avoir des troubles en termes de santé mentale que les gens qui vivent, on va prendre l'extrême opposé à Paris. Est-ce que factuellement, en termes de chiffres, en termes de données, on voit une différence entre le monde plutôt urbain et le monde plutôt rural ? Alors, factuellement, non. Désolée, je ne vais pas te dire non, mais non. Toujours pareil, la pièce a deux faces. Le côté positif de la campagne, nous sommes des êtres humains, nous sommes des êtres de nature. On n'est pas que hors sol, on a besoin d'avoir les pieds dans la terre, on a besoin de sentir l'herbe, on a besoin de ressentir beaucoup de choses que heureusement on n'arrive pas à expliquer, ce qui fait la magie de la vie. Maintenant, connexion à la nature, le chant. En revanche, depuis quelques temps, on regarde la pièce, on a vraiment ce point-là du monde rural, qui est quand même en tension aujourd'hui, de tension économique, qui dit charge financière, dit aussi les peurs de ne pas pouvoir subvenir à ses besoins, entretenir ses bêtes, pouvoir vivre dans ton monde rural d'une manière idyllique, qui est un peu compliqué aujourd'hui. Tu as aussi la notion des pesticides qui est quand même extrêmement présente, qui viennent aussi quelque part te perturber. On a les perturbateurs endocriniens, pour rester dans les perturbations. De fait, ta campagne idyllique, le monde d'Heidi, là au final, il commence à peut-être un petit peu glisser. Donc, pour les personnes qui vivent en milieu rural, si elles sont heureuses, si elles vont bien, si elles arrivent à vivre leur vie d'une manière conscientisée, rationnelle, qui n'est pas facile tous les jours, mais qui tient la route, émotionnellement, au final, le bilan, plus de positif que de négatif. Dans leur interaction sociale, ils ont les interactions qu'ils souhaitent. Tu n'es pas obligé d'être en permanence avec 1 milliard de personnes. De la même manière, tu as un isolement social. Tu as quand même peut-être des difficultés à avoir accès à des maisons médicalisées qui te permettent aussi d'identifier des professionnels de la santé. Autre point, si tu veux, si on prend sur le côté urbain, pressé, stressé, bruit, etc., tension, de l'autre côté, facilité à l'accès aux soins. Plus de professionnels, plus de vie sociale, plus de sociabilité. Donc potentiellement plus de petites personnes qui peuvent au cas où identifier que tu vas pas bien. On a plus de 6 millions de secouristes qui sont reconnus là, justement sur les premiers secours en santé mentale dans le monde. Les chiffres sont grandissants, c'est quand même quelque chose qui existe et on a des personnes qui sont en relais plutôt efficaces. Tu as la ligne d'écoute et de soutien, la Fédération française de psychiatrie et d'addictologie, SOS Suicide, SOS Amitié, Fil Santé et Jeunesse, le centre médico-psychologique, le CMP. Tu nous donnais les chiffres, donc 6 millions de personnes qui sont formées aujourd'hui, donc on comprend que c'est quand même un sujet qui prend vraiment de l'ampleur et on conscientise l'importance de la santé mentale. Aujourd'hui, comment on peut faire de la prévention et comment on peut sensibiliser sur le sujet ? Juste pour rappeler quelques chiffres, en fait, au niveau de l'OMS, tu as 1 personne sur 5 qui va être amenée, a priori, à connaître un trouble psychique dans sa vie. En sachant que ces chiffres peuvent être largement revus à la hausse, étant donné que c'est grâce à des statistiques qui sont posées sur les personnes identifiées. Au niveau des accompagnements, tu vas avoir, Marion, différentes structures qui peuvent être des points relais. Tu as des groupes de soutien, tu as des agents, tu as des professionnels de la santé également que tu peux mobiliser, que ce soit ton médecin généraliste, tous les professionnels psychiatres, psychologues et psychothérapeutes qui sont aussi des points d'entrée. Tu as des infirmières aussi qui sont complètement capables de faire le relais d'information. Tu as quand même pas mal d'interlocuteurs potentiels avec différentes casquettes qui sauront faire le relais au mieux pour toi. De la même manière, tu as toutes les lignes de soutien avec des appels qui sont anonymes, j'insiste, et gratuits qui sont en accès aussi, qui te permettent d'avoir un point en urgence. En ligne, tu as accès à énormément d'informations. Beaucoup de choses sont mises en place, plutôt bien. C'est pas mal d'être en 2024 pour certains points, dont celui-ci. Ça n'existe que parce qu'on a des relais, des points, des intervenants qui bougent, qui bougent au quotidien et qui interviennent. Dans ton monde idéal, qu'est-ce que tu mettrais en place
à tous les niveaux, que ce soit même des fois dans le cocon familial, dans l'aspect entreprise, qu'est-ce que tu mettrais en place pour prévenir au mieux ce sujet-là? En réalité, c'est de pouvoir avoir accès à l'information quand on a besoin. Tu peux le prendre dans la sphère privée, tout simplement d'arriver à avoir l'échange, d'avoir la possibilité d'échanger sur ces sujets-là sans être stigmatisé, sans être moqué, sans être jugé de faible. C'est toutes ces choses-là en se disant finalement le droit d'en parler. Le droit d'en parler et d'avoir aussi bien des relais dans le cadre familial, comme tu le suggérais, dans le cadre amical de la même manière. Ça peut être aussi bien dans ce fameux monde idéal d'avoir la possibilité de pouvoir dire à tes collègues ça bug, j'ai peur. Et donc c'est un petit peu la responsabilité de chacun, j'ai envie de te dire. Alors on n'est pas tous obligés de porter le sujet, en tout cas je pense que d'un point de vue citoyen, être humain, on devrait avoir la possibilité de se sentir à l'aise avec ça. Pour se sentir à l'aise avec ça, il faut connaître. Pour connaître, il faut essayer de s'intéresser. Donc on a tous ces sites qui peuvent te renseigner dès que tu te poses des questions. Dans l'idéal, la prévention, elle se fait avant que les questions se posent parce que du coup, tu les appréhendes d'une manière beaucoup plus saine, beaucoup plus détendue. Tu regardes ça en disant, tiens, c'est vrai, toi, j'avais jamais pensé, il y a ça. Du coup, tu les entends, tu les absorbes et tu arriveras à les passer plus facilement. En cas de crise, c'est déjà un petit peu plus compliqué. Je suis pas forcément trop renseignée sur le sujet, mais je sais qu'il existe un dispositif qui s'appelle Mon Soutien Psy. Oui. Donc, si je dis pas de bêtises, c'est un dispositif qui permet d'avoir accès à 8 séances de psy, du coup, gratuites. Oui, parce que remboursées par la sécurité sociale. Par la Sécu, sous ordonnance bien évidemment d'un médecin. Tu as raison de rappeler cette notion de gratuité et d'anonymat aussi. Ouais. Alors, sur mon dispositif dont tu parlais, en effet, il y a une notion de gratuité à partir du moment où tu es passé par un médecin qui a pu te donner une ordonnance. De la même manière, quand même, au niveau des psychiatres, il y a une petite chose à lever, c'est que les consultations de psychiatres sont remboursées. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu es allé voir un professionnel spécialiste psychiatre de la santé, tes séances d'accompagnement sont gratuites et toujours pareil, n'oubliez pas, anonymes, si ça peut vous rassurer dans le process que vous mettez en place pour aller mieux. On a besoin d'accompagnement, on a besoin de prendre du recul, on a besoin aussi peut-être d'avoir quelqu'un qui nous autorise à faire une pause dans ce gros parcours professionnel, scolaire ou de vie que tu peux avoir, pour lequel tu vas lutter en disant non, je continue, je mouline, c'est pas grave, la santé on verra quand je serai en vacances. Oui ou non. Au-delà de ce dispositif-là, en effet, tu as énormément d'associations sur la santé mentale, comme l'Union nationale pour la prévention du suicide, donc là très spécifique sur la partie suicide, mais de toute façon, ce sont des professionnels relais qui seront envoyés. C'est pas grave, t'as pas fait le bon numéro, c'est pas bien méchant. C'est de la même manière, si t'as une urgence et que tu te dis j'appelle qui, j'appelle le 18 ou j'appelle le 15. Appelle un numéro d'urgence, tu seras pris en charge. Ouais. Ils feront le relais. Donc t'as SOS suicide, t'as SOS amitié, fil santé jeunesse, spécifique sur les problématiques des jeunes, qui peuvent ouvrir des lignes de soutien téléphonique anonyme, ce qui est confidentiel, ce qui est toujours intéressant pour les personnes concernées et en détresse émotionnelle. Des professionnels de la santé mentale, donc on en a déjà parlé, de nos psychologues, de psychothérapeutes. Tu as aussi tous les services de santé mentale locale. Tu as toujours les associations de santé, les groupes de soutien, les appels gratuits et anonymes. Tu as aussi les contacts sur Internet que tu vas mettre et que tu vas préciser. Donc, c'est ça, on précisera dans la description, histoire d'être sûr d'avoir bien toute la liste, de ne pas faire d'erreurs non plus à l'oral, puisque c'est un sujet assez vaste. Il y a beaucoup d'informations à retenir. Donc on mettra tout, au moins tout sera clair et ça pourra apporter du soutien concret. Écoute, au vu de tout ce qu'on a raconté, je te propose maintenant qu'on fasse un focus sur les mythes et les fausses idées. Je pense que c'est un sujet qui en est rempli. Moi-même, j'en ai eu du coup avec mon histoire de urbain-rural. Est-ce que t'en as d'office comme ça qui te viennent? En tout cas, à partir du moment où on se pose la question, j'ai envie de dire déjà c'est le premier pas. Il n'y a pas de mauvaise question. À partir du moment où il y a déjà une question, c'est qu'il y a un intérêt sur le sujet. Le tout, c'est d'aller un petit peu plus loin et d'essayer de creuser. Dans le type de phrases qui sont des mythes, pour le coup, tu as les troubles mentaux ne sont pas des vraies maladies. Si, ce sont des maladies. Et donc, de fait, c'est accompagné par un protocole et des professionnels. Et dans la même dynamique, plus vite c'est pris en charge, mieux c'est traité. Et non, vous n'êtes pas fou, vous avez juste une problématique de santé mentale qui peut être réglée et qui doit être identifiée vite et qui sera être traitée pour vous permettre de vivre. Les personnes atteintes de troubles mentaux ne peuvent pas travailler. Elles ne pourront jamais bosser. Non, il y a preuve des personnes avec des troubles mentaux qui sont accompagnées par des professionnels
professionnels de la santé, d'un point de vue médicamenteux, mais aussi d'accompagnement psychologique, ont la capacité de gérer leur poste de travail, de mener des interactions sociales. C'est tout à fait faisable. Le côté tabou sur la santé mentale, moi j'ai quand même l'impression qu'il se lève de plus en plus. Il se lève, exactement. Typiquement, j'ai des étudiants en début d'année qui viennent me voir en formatrice et me disent « Ah madame, pour information, sachez que moi j'ai tendance à faire des troubles de l'anxiété, j'ai tendance à être en hypersensibilité, etc. » Et je trouve ça fabuleux que ces jeunes-là, ça veut dire qu'ils ont été super bien accompagnés, se sentent à l'aise de le dire. Et de fait, on met en place des choses, on est au courant, on gère mieux. Les personnes dépressives, elles ont qu'à se mettre un petit coup de pied au cul et puis ça ira mieux. Ils se regardent trop, ils regardent leur petit bobo. Moi aussi, je suis en dépression, moi aussi je vais pas bien, j'avance, etc. Non, c'est pas ça la dépression. Ça n'a rien à voir. La dépression, c'est vraiment un cadre dans lequel on est enfermé et ça ne fait pas de toi quelqu'un de faible d'être enfermé dans ce cadre-là. Et c'est vraiment comme si à un moment tu le ressens, tu le penses, tu le ressens, tu le vis. Ce côté, t'es enfermé, t'es pas faible, t'es en train de vivre une expérience sensorielle, émotionnelle, psychologique, horrible et tu t'enfonces. Alors c'est sûr que de l'extérieur, c'est facile. T'as qu'à te coucher tôt le soir, t'as qu'à te lever tôt le matin, faire du sport. Et oui, tu as raison, parce que faire du sport, manger sainement, avoir un mode de vie avec des moments de pause intellectuels et émotionnels, des soupapes de décompression, ce sont des solutions. Mais quand on est installé dans la dépression, ou quand on est rentré dans ce chemin-là, l'individu a du mal à le voir, alors qu'une semaine avant, il l'aurait vu, tu vois, chez un collègue, mais là, pour lui, il n'y arrive plus. Et ça nous arrive à tous. Et vraiment, si on peut lever cette chose de faiblesse, dépression, s'il vous plaît, là, c'est vraiment un point. Ça arrive et il y a des solutions. Les personnes atteintes de troubles mentaux ne peuvent jamais s'en remettre. Ce n'est pas, une finalité en soi, c'est un état dans le continuum de vie de l'être humain, un état qui, pris en charge, peut te permettre de vivre correctement. Okay. Je fais le parallèle avec la jambe cassée, c'est toujours pareil. Ça tu casses la jambe, tu ne resteras pas toute ta vie avec une jambe cassée si tu fais ce qu'il faut. Ce n'est pas des sauveurs, cher ami. On peut identifier, on a un petit rôle à jouer. Maintenant, les personnes sont... Au final, il faut laisser les gens maîtres de leur destin, c'est à eux de décider aussi. Tu fais tout pour orienter, guider, accompagner, soutenir, supporter, mais il ne faut pas déposséder la personne qui est en souffrance de son libre arbitre. Elle est déstabilisée, elle a du mal à avoir des réflexions pertinentes sur son évaluation et ses actions à mettre en place. En revanche, elle reste maître elle-même. Elle n'est pas sous tutelle, elle n'est pas sous curatelle. Ça veut dire qu'il y a un diagnostic qui a été posé, un accompagnement, qu'il y a des choses qui ont été faites. Et aussi, donc, peut-être de ne pas infantiliser ceux qui ont des problèmes justement de santé mentale et en se disant, ok, bon, t'es plus apte à décider pour toi-même, t'es pas lucide, ça tourne pas rond, on va s'occuper de ça pour toi et puis on peut faire les démarches, on fait tout à ta place. Ça reste à l'être humain qui est en incapacité temporaire de pouvoir mener à bien la gestion de cette étape-là. On arrive à la fin du podcast, c'est notre dernière question et c'est toujours la même, mais ça nous permet d'avoir un retour sur ce qu'on fait et de savoir l'impact positif qu'on peut avoir et puis comment c'est perçu. Et comme tu nous suis sur beaucoup de projets, forcément ta réponse n'en sera que plus gratifiante et importante. Qu'est-ce que tu penses du TV? Celle avec que le gène noir. Non mais tu le sais déjà Mariam, c'est-à-dire qu'en effet vous avez des accompagnements, vous avez des évaluations, on se croise assez souvent, c'est-à-dire que... Alors il y a deux réponses en réalité. D'abord tu as ta formatrice qui trouve que par rapport au cadre des White Days qui a été posé avec le cahier des charges, la demande de travail, de gestion, de projet, de mettre en place des initiatives d'apprentissage sur des points techniques, de savoir travailler ensemble, de savoir être efficace sur un sujet qui vous anime. Là, ce point de vue-là, d'un point de vue scolaire, je le sais, il n'y a pas de secret, toutes les cases ont été cochées. D'ailleurs, preuve, le campus de Sophia Innov a eu envie de vous promouvoir comme notre projet White Days de référence pour nous défendre à Paris. Donc c'est que tu sais que toute notre équipe est complètement convaincue que le cadre scolaire est respecté. Oui, une autre réponse, une réponse plus personnelle, c'est-à-dire que au-delà de la manière dont vous avez mis les choses en place et les défis que vous avez relevés, les challenges que vous avez relevés de manière efficace en gestion de projet, il y a le côté plus en lien avec le sujet. Ce que vous avez décidé de mettre en place, c'est-à-dire d'arriver à mobiliser des acteurs locaux sur des sujets qui pour moi ont du sens et enfin un peu de profondeur, les aspects environnementaux, les aspects sociétaux, la manière de mieux vivre ensemble, etc.
Là, de fait, tu touches une corde sensible et tu le sais bien, je trouve que ça a du sens et que ça colle le sourire et que le sujet est joli et je ne sais pas comment ça pourrait évoluer, mais je souhaite que ce sujet perdure en tout cas, qu'il soit traité, qu'il puisse continuer d'être traité. Et là, c'est le cœur qui parle. C'est au-delà des sujets que vous choisissez, dans ce cadre de local, pratico-pratique, c'est accessible, c'est faisable. Il y a toute la notion de sensibilisation et acculturation que vous faites sur différents sujets qui me touchent. Merci pour ce que vous mettez en place et les éclairages que vous réalisez. Merci beaucoup Mélanie pour ce podcast. On espère que ça pourra aider un petit peu autour de nous et j'étais ravie de t'avoir en ce moment. Merci à toi parce que c'était vraiment un exercice pas évident pour moi et très agréable malgré tout. Donc merci. Bon super, on peut quitter le plateau. Allez, c'est parti. Merci.